Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le journal de la mi-journée dont voici les titres. Menacé d'inéligibilité, l'opposant et candidat à la présidentielle Ousmane Sonko annonce son prochain retour à Dakar à la tête d'un convoi populaire. Il a appelé mercredi ses partisans à investir la capitale sénégalaise pour protester contre le pouvoir. Le verdict de son procès pour viol est attendu jeudi prochain. Également à la une de ce journal, la Corne de l'Afrique qui vit des heures sombres. Cette partie du continent est frappée depuis 3 ans par une sécheresse record. La situation inquiète l'ONU. Elle a lancé une levée de fonds pour éviter la famine dans la région. Et puis en fin d'édition, nous recevons Rudy Kazi Matsika. Il est le délégué général de l'Association des élus de France. Avec lui, nous parlerons de la dictée géante qui se tiendra le samedi. Le verdict de son procès pour viol sera connu probablement dans la semaine prochaine, dans une semaine j'allais dire, mais l'opposant Ousmane Sonko, qui séjourne à Ziguinchor, ville dont il est le maire, a annoncé mercredi son retour à Dakar dans le but de mener l'ultime combat selon ses propos. Alors qu'il est menacé d'inéligibilité, le candidat déclaré à la présidentielle de 2024 au Sénégal a appelé hier ses soutien à converger avec lui vers Dakar pour défier le pouvoir. Mathieu Nicolas. Ça se passera où? Ça se passera à Dakar. Le rendez-vous est donné. Mercredi, l'opposant sénégalais Ousmane Sonko a joué les motivateurs de troupes. Devant des centaines de partisans en exaltation, le leader du PASTEF, menacé d'inéligibilité pour la prochaine présidentielle, a lancé un nouvel acte de défiance à l'encontre du pouvoir. Il invite ses partisans à le rejoindre sous la forme d'un convoi pour retourner à Dakar et participer à ce qu'il appelle la bataille finale face au président Macky Sall. Notre stratégie a permis de jouer leur plan. Elle nous a permis de gagner du temps. Elle nous a permis de remobiliser les troupes à travers le Sénégal. Ce n'est pas en restant ici à Ziguinchor que nous pourrons terminer définitivement le combat. C'était la première prise de parole d'Ousmane Sonko après l'annonce du réquisitoire du procureur. 10 ans de réclusion criminelle pour viol ou à défaut 5 ans pour corruption de la jeunesse. Des accusations qu'il continue de nier. Depuis son domicile de Ziguinchor, là où il s'était retranché quelques jours avant son procès, Ousmane Sonko dénonce toujours un complot pour l'écarter de la présidentielle prévue en février. L'opposant appelle tous les Sénégalais à rejoindre son convoi. Je vous demande de m'accompagner. Lorsque je rentrerai à Dakar, j'ai décidé d'aller par la route. J'en profiterai pour m'arrêter dans toutes les régions en cours de route pour échanger avec toutes les populations. Le bras de fer politico-judiciaire livré par Ousmane Sonko est loin d'être à son terme. Ousmane Sonko devrait prendre la route pour Dakar dès ce jeudi. Un voyage de 500 km qui devrait se terminer le 1er juin, le jour du verdict du procès pour viol présumé qui doit être prononcé. Au Soudan, au moins 863 civils ont été tués à la suite des affrontements entre l'armée et les forces de soutien rapide depuis mi-avril. Un chiffre annoncé lundi dans un communiqué par le syndicat des médecins du pays qui a enregistré plus de 3300 blessés, toujours dans le rang des civils. Pendant ce temps, un accord de cessez-le-feu est entré en vigueur lundi et devrait durer une semaine. Une trêve déjà violée à plusieurs reprises depuis son entrée en vigueur selon des témoins. À l'occasion de la présidence de la Suisse à la tête du Conseil de sécurité de l'ONU, le président suisse Alain Berset a dirigé mardi à New York une session spéciale sur la sécurité des civils dans les zones de conflits armés. Le constat est le même, les civils sont les premières victimes du conflit. Soukaïn Askali Sall pour les détails.
Au Soudan, en Ukraine ou encore en RDC, pour ne citer que ces quelques théâtres de conflits armés, les premières victimes restent les civils. Entre violations des droits humains, destruction d'infrastructures socio-communautaires, croissance de la famine et déplacement massif des victimes, la guerre cause de nombreux ravages et tue surtout les civils. Selon le dernier rapport présenté par le secrétaire général de l'ONU au Conseil de sécurité sur la protection des civils, plus de 100 millions de personnes à travers le monde ont dû fuir leur territoire. La guerre détruit des vies dans le monde entier. Les armes explosives continuent de faire des ravages, notamment dans les villes. L'an dernier, 94% des victimes qu'elles ont faites dans les zones peuplées étaient des civils. Celles et ceux qui ont pu fuir les combats l'ont fait en nombre record. Malgré les efforts des Nations Unies pour éviter les conflits armés, la situation de paix dans le monde dégrade de plus en plus avec des conséquences graves pour les civils. Face à ce tableau assombri par de nouveaux défis qui s'imposent au monde, comme le terrorisme ou encore la problématique de l'eau, de nouvelles stratégies s'imposent pour la protection des civils. Nous devons intensifier nos efforts pour prévenir les conflits, protéger les civils, préserver la paix et trouver des solutions politiques à la guerre. Dans les semaines à venir, je publierai une note d'orientation sur un nouvel agenda pour la paix en préparation du sommet du futur de l'année prochaine. Cela offrira aux États membres une approche holistique à envisager, adaptée à leur temps, pour aborder la paix et la sécurité dans un monde en mutation. Malgré la situation de protection des civils, toujours préoccupante à travers le monde, des améliorations sont observées dans certains États, comme le Mozambique. Là, sur un total de 800 000 déplacés, environ 300 000 personnes sont déjà retournées dans leur lieu d'origine en raison de l'amélioration de la situation sécuritaire ces derniers mois, selon le président Philippe Jacinto Nyusi. Hawaye Ibrahim, vous n'avez peut-être jamais entendu ce nom. Il est une victime et rescapé de la guerre au Soudan, actuellement réfugié au Tchad. Comment a-t-il échappé au conflit en cours dans son pays et quel est son parcours? Portrait de ce rescapé de guerre avec Soukaina Skalissal. Elle s'appelle Hawaye Ibrahim. Comme de nombreux Soudanais, elle a dû fuir avec sa famille vers le Tchad après la mort de son mari, tué par des miliciens. Ce sont les combats qui m'ont amenée ici. Les miliciens sont entrés chez moi, ils ont tué mon mari et blessé mon fils. J'ai aussi été torturée, alors j'ai fui et je suis venue au Tchad. Le récit de ce jour d'horreur est terrifiant. Hawaye Ibrahim Abakar a eu la vie sauve, mais elle garde les traumatismes de cette barbarie des meurtriers de son mari. Ils m'ont frappé avec un bâton et jusqu'à présent mon oreille gauche ne fonctionne pas, donc je ne m'entends pas bien. Pour se sauver, la mère de famille a dû s'organiser. Elle a dû abandonner ses enfants à d'autres et s'enfuir à pied. Cet exil forcé l'a menée ici au Tchad, dont elle a franchi les frontières sans avoir aucune garantie de revoir le reste de sa famille. J'ai fui à 23 h avec mon enfant blessé. Je l'ai porté sur mon dos, nous n'avions même pas d'âne pour le transport. J'ai dû laisser mes autres enfants derrière, d'autres personnes les ont amenés ici. Hawaye et ses enfants font partie des plus de 90 000 réfugiés soudanais qui ont fui vers le Tchad voisin depuis que les combats font rage au Soudan. Le Darfour occidental a été particulièrement touché par le conflit qui a ravivé les tensions ethniques et intercommunautaires existantes. Ils ont fui non seulement à cause de la guerre à Khartoum, mais aussi à cause de l'intercommunalité. Avant l'arrivée de cette nouvelle vague de réfugiés, le Tchad accueillait déjà 400 000 réfugiés soudanais. Ce nombre devrait continuer de s'accroître alors que les armes ne sont toujours pas tuées au Soudan voisin. Courage à cette réfugiée rescapée de guerre. Je vous le disais en titre, la Corne d'Afrique vit des heures sombres. Depuis 3 ans, cette partie du continent est frappée par une sécheresse record. La situation inquiète l'ONU qui a lancé une levée de fonds pour éviter la famine dans la région. Laurent Leleu.
Ce mercredi 24 mai, l'ONU a organisé une levée de fonds au siège des Nations Unies pour la Corne de l'Afrique, confrontée à une sécheresse sans précédent depuis 3 ans. Cette initiative fait suite à une précédente levée de fonds l'année dernière qui, bien que n'ayant pas résolu durablement la crise, avait permis d'éviter de justesse une famine. L'année dernière, grâce au généreux soutien des pays donateurs, nous avons assuré la vie-assistance à 20 millions de personnes et nous avons aidé à éviter une famine. Maintenant, ce soutien doit correspondre à l'échelle du défi. Un défi sans précédent. Rien que pour 2023, l'ONU estime avoir besoin de 7 milliards de dollars pour répondre à l'urgence humanitaire et 850 millions supplémentaires pour les réfugiés. Jusqu'à présent, seulement 1,4 milliard de dollars ont été versés par les pays membres au cours des 6 derniers mois, un montant loin de l'objectif. En ce moment de difficulté et de danger pour le peuple de la Corne de l'Afrique, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Agissons ensemble maintenant, avec une plus grande urgence et un soutien beaucoup plus important. Cette mobilisation financière vise à assurer la survie des populations touchées, à leur apporter assistance et à leur redonner espoir pour l'avenir face à une crise climatique à laquelle elles n'ont pas contribué. Nous devons agir maintenant pour éviter que la crise ne se transforme en catastrophe. Ne vous y trompez pas, l'action fera toute la différence. Il est maintenant temps pour nous tous de répondre à cet appel. Un appel qui a suscité une réponse encourageante avec 2,4 milliards de dollars de dons récoltés en seulement 3 heures. Les États-Unis, le Royaume-Uni et les pays européens ont fait preuve d'une générosité particulière. Cependant, il reste encore un long chemin à parcourir pour répondre aux besoins urgents de la population de la Corne de l'Afrique. En visite en Éthiopie, siège de l'Union africaine, le ministre ukrainien des Affaires étrangères a appelé mercredi certains pays d'Afrique à renoncer à la neutralité qu'ils affichent dans le conflit entre son pays et la Russie et à accorder également le soutien à Kiev. Je vous propose de l'écouter. Nous avons été très contrariés lorsque certains pays africains se sont abstenus et ne se sont pas exprimés sur le conflit. Pourquoi s'abstenir ? Vous vous abstenez de soutenir l'indépendance, la souveraineté, l'intégralité territoriale, tous les principes auxquels vous tenez. Or, si je regarde la dernière résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies de février 2023 sur le rétablissement de la paix, d'une paix durable en Ukraine, 141 pays ont voté en sa faveur, dont des pays africains, asiatiques et latino-américains. Une fois de plus, cela montre qu'il n'y a pas de division entre le Sud et le Nord. Tout de suite, le reste de l'actualité commenté par Noël Ndong et monté par Ahmed Chignio. Au Tchad, le président Mahamat Idriss Déby Itno a de nouveau gracié près d'une centaine de personnes condamnées par la justice tchadienne. Certaines étaient condamnées pour avoir participé à une manifestation réprimée dans le sang le 20 octobre 2022. D'autres pour leur participation supposée à un coup d'État déjoué en décembre. Début avril, le général Mahamat Idriss Déby Itno avait déjà gracié et fait libérer 380 rebelles, puis mi-mai, 259 jeunes condamnés dans le cadre de la manifestation d'octobre 2022. Par ces grâces répétées, le président assure vouloir privilégier l'apaisement et la réconciliation nationale. 4 personnes auraient été contaminées par la grippe aviaire au Brésil, selon le gouvernement brésilien. Les 4 personnes auraient été contaminées par la H5N1 après un contact avec l'un des 8 oiseaux sauvages identifiés comme porteurs du virus. Les échantillons de sang prélevés sur ces personnes sont en cours d'analyse. En attendant la publication des résultats, le ministère de la Santé appelle au calme. Si le Brésil a déclaré l'état d'urgence, il cherche aussi à apaiser les esprits face à l'inquiétude des éleveurs de volailles. Car les enjeux sont énormes. Le Brésil est le premier exportateur mondial de poulet. La grippe aviaire pourrait impacter son économie. En 2022, le Brésil a vendu 4,6 millions de tonnes de poulet, en priorité à la Chine, l'Afrique et l'Europe. Aux États-Unis, le républicain Ron DeSantis s'est déclaré mercredi officiellement candidat à la présidentielle de 2024. L'homme de 44 ans sera le principal rival de Donald Trump lors des primaires du Parti républicain. Entre l'ancien président américain et le gouverneur de Floride, la campagne promet de s'ancrer à la droite de la droite. Ron DeSantis avait esquissé le contenu de son programme dans ses mémoires publiés début 2023.
Il compte appliquer le modèle de la Floride pour redresser l'Amérique. Dans cet État des États-Unis, le républicain a appliqué une série de mesures anti-immigration et anti-avortement. Ron DeSantis va désormais organiser des meetings pour promouvoir sa candidature. Pour ce faire, il s'appuie sur un budget de 110 millions de dollars. Les élections américaines se dérouleront en novembre 2024. Un invité dans ce journal. Avec lui, nous parlerons d'un événement inédit. Il s'agit de la dictée géante des élus francophones qui se tient samedi. Monsieur Rudy Kazi-Matsika, vous êtes le délégué général de l'Association des élus de France. Merci d'être avec nous sur Télésud. Bonjour. Alors, d'entrée de jeu, je vais vous demander de nous présenter si possible votre association. Écoutez, l'association des élus de France, pour laquelle j'ai effectivement l'honneur et la joie d'en être le délégué général, est une association transpartisane qui réunit des élus de tous bords, de la société civile et de toutes les familles politiques. C'est une association qui a pour but de lutter contre les fractures qui traversent le pays. J'entends des fractures sociales, environnementales, économiques, des fractures sur le plan médical, etc. Et elle réunit ces élus pour réfléchir à ce qui pourrait permettre à notre France d'aller mieux, à ce qui pourrait permettre d'améliorer la situation des Français. Nous sommes aujourd'hui au nombre d'un peu plus de 250 élus pour une jeune association qui existe depuis le mois de décembre 2020. C'est vraiment une belle association qui grandit vite et avec un certain nombre d'actions disruptives. Dans l'événement du dimanche de samedi prochain, qui est à sa 3e édition, il s'agit de la dictée géante des élus. Quel est le thème de cette année, puisqu'on est à la 3e édition? Alors le thème, c'est le thème de la langue française. La langue française, symbole d'unité nationale, vecteur de cohésion sociale et symbole de rayonnement à l'international. Évidemment, le thème est fort parce que pour cette 3e édition, nous avons choisi de mettre la langue française au cœur des préoccupations et de lui rendre aussi toutes ses lettres de noblesse à l'international au travers de la francophonie. Vous avez comme objectif, et cela s'entend, de faire de la langue française un symbole d'union, d'unité nationale ou d'union nationale. Est-ce que la cohésion en France est menacée d'après vous? Écoutez, il y a un jeu politique, évidemment, dans la sphère politique française, qui parfois peut créer des remous, des difficultés, parfois des antagonismes. Mais nous sommes là, déjà, parce que c'est l'image de l'association, d'être transpartisan. Et surtout, cette dictée, elle parachève notre engagement transpartisan en sa capacité de prendre en fait des élus, de prendre la dictée qui est donc un exercice qui nous rappelle notre enfance, mais qui est aussi un exercice qui valorise la culture, qui valorise l'intelligence, et de mettre donc ces élus dans ce cadre, dans ce milieu, ce qui a la capacité, au travers d'un temps récréatif, de faire en sorte que les élus puissent se regarder simplement comme des gens qui font pour la nation et qui ont tout intérêt à composer ensemble et à ce moment précis, samedi en tout cas, de faire entre guillemets l'exaltation de la beauté de la langue française, de ses subtilités, de sa profondeur et de sa capacité à unir non pas seulement les Français, mais aussi les peuples, faut-il le dire, au travers de la francophonie. Où se déroule l'événement et dites aussi qui sont ceux qui peuvent participer à cet événement? Alors l'événement va se dérouler donc ce samedi, c'est-à-dire le 27 mai, au Palais du Luxembourg, de 14h à 18h. Tous les élus, tout type d'élus, en tout cas tous ceux qui sont dépositaires d'un mandat électoral en France, mais aussi à l'étranger, sont susceptibles de participer à la dictée géante des élus.
Évidemment, elle va se faire en présentiel au Palais du Luxembourg, comme je viens de le dire, à la salle Médicis pour plus de précision. Cela veut dire qu'on sera 152, qui est la capacité maximale sur place. Mais nous avons mis en place un système de visioconférence qui permettra à tout élu dans le monde de participer à cette dictée géante. C'est pour ça aussi que nous avons mis en place un partenariat avec l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, ainsi que l'Assemblée des Français de l'étranger, qui est composée évidemment d'élus français pour l'AFE qui sont présents dans tous les pays du monde, mais aussi de l'APF, donc l'Assemblée parlementaire de la francophonie, composée de parlementaires dans plus de 90 sections. Et on le rappelle, la francophonie, c'est 57 pays qui parlent le français. Donc on aura une belle dictée géante internationale dans la francophonie, et au travers de laquelle tous les élus pourront se reconnaître et participer via le lien de visioconférence que nous allons envoyer à toutes les personnes qui vont s'inscrire à la dictée géante des élus sur nos plateformes, sites internet et réseaux sociaux. Pour finir cette interview, j'aimerais vous demander, après la dictée géante, votre association a certainement d'autres projets. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, bien sûr. Alors, il y a des chantiers qu'on a lancés. Nous sommes une association très active et nous travaillons sur différents champs. Là, la dictée géante des élus, c'est quelque chose de fort que nous organisons sur le plan culturel. Mais, par exemple, nous avons lancé le Handi Tour le 3 décembre dernier à la mairie du 9e arrondissement, en présence donc de Delphine Burki-Lamer, mais aussi de Agnès Buzyn, ministre déléguée à la Santé, qui sera aussi la marraine de la dictée géante des élus. Le Handi Tour, c'est quoi? C'est en fait 10 athlètes médaillés, 10 villes d'Île-de-France qui vont recevoir tout un tas d'activités autour du handicap, de façon à sensibiliser les jeunes populations, mais aussi les élus de ces villes sur les questions du handicap. Donc ça, nous allons lancer quelques opérations sur les mois à venir. Ça fait partie des choses que nous organisons. Il y a aussi le livre « La promesse républicaine » qui est déjà sorti et qui est disponible dans les librairies et évidemment auprès de notre éditeur VA Éditions. Et La promesse républicaine, c'est un livre qui réunit 42 auteurs, dont 8 personnalités qualifiées et 34 élus qui chacun identifient les fractures qui traversent le pays, en font l'identification, mais surtout en font des propositions. Donc c'est un livre qui est vraiment très intéressant et on parle de différents sujets comme le harcèlement, comme la sécurité, comme le pacte national qui nous concerne tous, notamment en tant qu'élus. Le livre, en fait, est préfacé par Jean-Louis Bianco, donc secrétaire général de l'Élysée, ancien secrétaire général, et postfacé par Pascal Blanchard. Merci beaucoup, Rudy Kazi-Matsika. Je rappelle que vous êtes délégué général de l'Association des élus de France. Merci d'être venu nous parler de cette activité, la dictée géante. Merci pour l'invitation. On termine ce journal par la triste nouvelle de la mort de la reine du rock'n'roll, Tina Turner. Son décès a provoqué de vives émotions et une vague d'hommages. Le monde a perdu une icône, a déclaré le président de la Fédération suisse. Le président Joe Biden, lui, a salué dans un communiqué la seule femme à gagner dans les catégories pop, rock et R&B au Grammy Awards. L'artiste américaine naturalisée suisse est décédée hier à l'âge de 83 ans d'une mort paisible dans des suites d'une longue maladie dans sa maison près de Zurich, selon un communiqué de son agent. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Soukaina Scali pour la grande édition du soir. Au revoir.